votre détermination à tous vraiment d'essayer d'améliorer toujours les réponses que vous portez aux enfants dont vous avez la responsabilité. Et c'est vraiment tout à fait encourageant dans une période, vous le savez, caractérisée par une défiance telle que même Michael Jagger s'est senti obligé de nous remonter le moral en déclarant après son magnifique concert à Paris, Français, vous avez quand même un pays magnifique. Mais oui, mais en même temps, ce pays magnifique confronté à des crises multiples et qui frappent très très directement la protection de l'enfance. Alors bien évidemment, nous qui sommes, vous le savez, très attachés à avoir une vision positive de la société, je ne vais pas commencer ces assises en rappelant nos difficultés, sinon peut-être pour essayer de montrer en quoi elles sont effectivement, je dirais, périlleuses et en quoi vous avez pourtant le souci d'aller au-delà. Je pense bien évidemment à la crise économique, parce que cette précarité qui s'étend frappe très directement la jeunesse, précarise la jeunesse et précarise ses repères. C'est vrai que le travail a été une extraordinaire source de repères et qu'aujourd'hui, cet affaiblissement du rôle du travail est extrêmement pernicieux pour la jeunesse et l'enfance. Et puis, cette précarité économique, elle accentue le repli sur soi. C'est pour ça qu'on essaye de compenser ce mouvement, je dirais, quasiment naturel quand on est en danger, à se replier en disant « Mais attendez, il y a peut-être d'autres issues que le danger. » Penser comme une nouvelle manière de s'abriter. Non, essayez au contraire, par cette difficulté, d'aller vers l'autre. Mais c'est vrai que, pour l'instant, ce qui nous caractérise en France, c'est cette ambiance, effectivement, de défiance qui gagne un peu tous les secteurs. Et puis, la crise écologique, dont on voit les premiers effets aujourd'hui, d'autant plus qu'elle se double d'une crise sécuritaire avec l'effondrement de divers pays au monde qui entraîne vers l'Occident, vers le mirage de l'Occident, des peuples. Et c'est vrai que lorsque l'on vit dans les grands centres urbains, on ne peut pas ne pas avoir chaque jour un affrontement moral considérable en voyant ces familles dans les rues avec leurs enfants. Moi, dans la rue où je suis à Paris, il y a 3-4 familles qui vivent dehors. Alors on ne sait pas trop bien pourquoi, comment, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que dans une nation comme la nôtre, on ait ce type de désespérance. Et puis il y a la crise démocratique. C'est vrai qu'elle est d'une rare violence, peut-être parce que nous sommes exigeants en France, que nous attendons de nos élus peut-être plus qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle s'exprime fortement et qu'elle a en tout cas une raison d'être. C'est que lorsqu'on a des difficultés à trouver des réponses à la complexité des problèmes, on crée de la norme. Et la norme est en train de paralyser l'initiative, de paralyser vraiment le terrain. C'est, je crois, une des plus profondes inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est une certaine forme d'autisme des élites parisiennes face à l'immense créativité de nos concitoyens sur le plan local, sans parler des médias. Le prochain dossier du Journal de l'Action sociale aura d'ailleurs pour titre « Les médias, le scandale », car nous étions, il y a quelques jours en Alsace, confrontés à un mouvement vraiment de maires qui essayent, à travers des journées citoyennes, de mobiliser la citoyenneté dans notre pays, sans aucun écho dans la presse. Et c'est vrai que ces assises, par exemple, c'est un immense événement que vous soyez là, eh bien, sont fort peu médiatisés. En bref, de plus en plus d'enfants à protéger, les moyens se raréfient et les contraintes se multiplient. Et pourtant, malgré l'importance de ces obstacles, par votre présence déjà aujourd'hui, vous nous affirmez « Nous voulons interroger notre action, comme nous l'avons fait déjà au Mans. Savons-nous protéger nos enfants ?» C'était le titre. Ensuite, à Lille, c'était la question effectivement du changement de paradigme. Et aujourd'hui, la question centrale du risque. Car effectivement, c'est difficile de poser cette question du risque, mais on ne peut pas ne pas la poser lorsqu'on voit la tentation bureaucratique qui se glisse partout
au nom du principe de précaution. Un principe qui est indispensable sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire, mais totalement contre-productif sur le plan social. Comment penser un seul instant que la vie sociale puisse être autre chose que du risque? Mais le risque, vous avez aussi une autre manière, je dirais, de l'aborder, à travers le travail social. Car bien évidemment, il n'y a pas de travail social sans risque. Risque dans la décision, risque dans la solution, pour permettre à l'enfant d'être à l'abri du danger. Et ça, c'est votre quotidien. C'est la raison pour laquelle ce thème nous a paru comme primordial. Certes, une question difficile que vous allez travailler pendant 2 jours, mais dès à présent, je tiens à vous le dire avec beaucoup de solennité, votre seule présence nous permet d'affirmer que la protection de l'enfance que vous représentez aujourd'hui massivement refuse de trop se protéger pour mieux protéger l'enfant. Merci de votre présence et de votre attention. Nous allons demander à une personnalité locale de nous accueillir, donc M. Chenu, président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, qui va parler d'ailleurs au nom de ses 4 confrères de la région Bretagne. Merci infiniment. Délégué général, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les intervenants et mesdames et messieurs les représentants de tous ceux qui ont à agir au service de la protection de l'enfance. Je suis tout d'abord très heureux de vous accueillir ici, à Rennes, en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, et je le fais au nom de mes collègues des 3 conseils départementaux bretons. Nous avons des traditions dans ce domaine, la tradition de la collaboration interdépartementale est forte, et il nous semblait que ce sujet pouvait s'inscrire dans cette approche, et je crois que cette édition, qui est la 8e après Lille l'an passé, témoigne de ce besoin collectif d'échange et de partage. Alors, ma prise de fonction est encore extrêmement récente, quelques semaines, et vous comprendrez que je ne puisse que faire preuve de la plus grande humilité dans l'appréhension de ces questions. Je n'ai pas le recul nécessaire, j'étais déjà conseiller départemental, mais sur d'autres problématiques. Néanmoins, dès ma prise de fonction, j'ai immédiatement perçu que ces problématiques-là seraient probablement les plus lourdes de celles que j'aurais à porter avec mes collègues, et on le fait de façon collective. Je salue ma collègue Vera Briand, vice-présidente déléguée à ces problématiques-là, mais j'ai bien eu cette perception, et d'ailleurs de façon très volontariste, ma première sortie officielle, je l'ai réservée au centre départemental de l'enfance de notre département pour montrer l'attention qui serait la mienne. Alors, quelques mots sur le paradoxe de ce territoire. L'Ille-et-Vilaine est en tête de nombreux palmarès nationaux, un des départements qui connaît la plus forte attractivité démographique de France, un département où les écarts de richesse, et c'est le propre de la Bretagne, la proportion de nos concitoyens vivant sous le seuil de pauvreté est la plus faible de France, un département qui est également en tête, au premier rang pour la réussite au brevet des collèges, un taux de chômage qui est toujours, bien sûr, trop élevé, mais inférieur de 2 points à la moyenne nationale. On pourrait se dire que dans un tel contexte, les problématiques doivent être moins difficiles. Il n'en est rien. Et en quelques années, nous avons ici comme ailleurs assisté à cette progression extrêmement sensible des situations de jeunes, d'enfants, de mineurs en grande difficulté. Le département doit être à peu près au 20e rang au niveau de sa démographie. Néanmoins, il fait partie des 10 départements de France qui accueillent le plus grand nombre de jeunes. Alors, soit dans le cadre de mesures d'accompagnement, qui restent des mesures dans la sphère familiale, 2700 d'entre eux, mais également, un petit peu plus de 2700 font l'objet de mesures de placement, c'est-à-dire la moitié. Et sans remonter à des dates trop anciennes, si je compare à il y a 5 ans, c'était à peine 1700. Donc une progression tout à fait considérable et qui traduit sans doute globalement bien le mal-être global de cette société. Alors nous sommes aujourd'hui sans doute à la croisée des interrogations de différentes
problématiques. Il y en a une qui doit l'emporter et primer sur toutes les autres. C'est bien sûr la problématique de ces jeunes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, qui sont en carence affective. Et je crois que notre mobilisation, ils sont au cœur de ces approches. Il y a la problématique des parents également, qui parfois peuvent avoir des comportements manifestement inadaptés, inappropriés, voire répréhensibles, mais qui fondamentalement sont aussi dans des sphères où la souffrance est présente. Il y a la problématique de l'ensemble des professionnels. Vous êtes nombreux et j'ai déjà rencontré les représentants de la profession via leurs organisations dans mes fonctions. Et je sais aussi à quel point vous travaillez sous tension avec le sentiment, souvent justifié, d'être entre le marteau et l'enclume, d'être à la quadrature du cercle et d'être sur un chantier qu'il faut sans arrêt renouveler et sans avoir toujours le sentiment de pouvoir faire ce que vous souhaiteriez pouvoir faire dans ces longs processus d'accompagnement. Et n'oublions pas la problématique des institutions, alors institutions de l'État, institutions de la justice, mais l'institution départementale se trouve très directement en première ligne et là aussi, en moins de 5 années, une politique qui était au 3e rang de nos politiques publiques en Ille-et-Vilaine, derrière la question des personnes âgées, derrière le handicap, eh bien désormais, et c'est le cas depuis plus de 3 ans, figure au 1er rang de nos engagements financiers à hauteur de plus de 130 millions cette année. C'est tout à fait considérable. Ce sont des taux de croissance difficilement soutenables dans la durée et néanmoins, il nous faut faire face à ces obligations. Alors, aujourd'hui, je viens pour vous écouter, pour entendre, pour enrichir, pour mieux partager aussi avec le souci de pouvoir être en mesure, au fil des années de ce nouveau mandat qui s'engage, d'essayer avec vous tous d'apporter les réponses les plus pertinentes. Et nous savons que c'est une œuvre collective et que la question du partage des expériences dans ce contexte où l'évocation de la notion du risque est au cœur de l'ensemble de nos préoccupations est quelque chose de tout à fait central. L'Ille-et-Vilaine a déjà engagé un certain nombre de problématiques et je sais que vous tous, vous vous inscrivez dans des démarches de ce type. Des démarches notamment de recherche-action parce que je pense que nous avons besoin de densifier le champ de nos relations, y compris dans le domaine de la recherche universitaire, conceptuelle, théorique, pour croiser les apports de toutes les sciences sociales à nos pratiques opérationnelles. Nous avons la volonté d'expérimenter à chaque fois que cela s'avère possible et puis cela repose nécessairement par la volonté de nos équipes de s'investir. Aujourd'hui, dans ce département, 5 expérimentations, je crois qu'elles feront l'objet de présentations pendant ces 2 journées de travail, sont conduites sur 3 territoires, comme on est organisé en agence départementale, le territoire de Rennes, celui de Vitré, celui de Fougères. 5 CEDAS sont impliqués dans ces dispositifs-là. Je crois que véritablement c'est une voie d'avenir qu'il faut continuer d'explorer. Et j'ai bien compris que dans l'organisation, la philosophie de ces assises, le temps sera beaucoup dédié à l'expression des praticiens, à l'échange des expériences. Je vais donc être à votre écoute toute cet après-midi. Je reviendrai demain parce que je mesure bien l'étendue des difficultés qui sont devant vous, mais certainement aussi les échanges qui peuvent résulter de ce temps attendu qui fait désormais partie d'un calendrier national fort. Et je ne peux que vous souhaiter des échanges riches, nous souhaiter des journées, des assises fructueuses. Merci. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci aux 4 départements qui nous ont aidés à préparer et soutenus dans cette préparation de ces nouvelles assises de la protection de l'enfance. Je veux dire bien sûr le département d'Ille-et-Vilaine, mais aussi celui des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan, et puis l'ensemble de nos complices, maintenant on peut dire cela, qui, depuis que cette aventure des assises de la protection de l'enfance a été engagée, il y a plus de 10 ans, c'était à Angers, autour d'ailleurs d'un drame qui avait secoué, c'était ce qu'on appelait l'affaire d'Angers, autour toujours de l'idée que, au fond, ces assises sont construites
presque, et on a au moins une Québécoise dans la salle qui pourra peut-être le redire tout à l'heure, d'une approche québécoise de difficulté faisant une force. C'est ça un peu l'idée force, j'allais dire, des assises. Et cette édition n'échappe pas à ce principe avec notre titre paradoxal, « Protéger, c'est prendre des risques ». C'est paradoxal parce que Jean-Louis l'a rappelé du point de vue juridique, du point de vue du droit. La Constitution a inclus un principe de précaution, j'allais dire sans précaution, et que forcément, ça emporte l'ensemble des normes juridiques de notre pays. Et puis, vous êtes confrontés aussi à une évolution de notre société de plus en plus individualiste, et qu'au fond, les sécurités collectives qui auraient pu se construire autrement, finalement, se retrouvent à travers une inflation de normes, de lois, et de lois d'ailleurs de plus en plus précises. Et c'est avec cela qu'il faut construire les politiques et les mettre en œuvre, et c'est à cela que vous êtes confrontés tous les jours dans votre mission de protection de l'enfance, qui est une mission que s'est donnée la société et qui emporte des actes professionnels d'une multitude d'acteurs où la relation entre chacun de ces acteurs, la relation avec les enfants, la relation avec leur famille est le cœur de métier. Relation, qui dit relation, dit risque. C'est évidemment le risque pour provoquer la rencontre. C'est le risque et le risque dans une démarche éducative pour pousser à grandir. Et c'est là où se croise certainement la question du professionnel et de l'humain. Et c'est quelque chose qui est remarquablement mis en scène à travers le film La tête haute, qui montre très bien, pour ceux qui l'ont vu, et puis vous en aurez un aperçu demain, qui montre bien la question bien sûr, du professionnalisme, mais aussi que ce professionnalisme atteint une puissance extrêmement forte avec l'implication, le désir pour l'enfant et le désir que l'on peut avoir en tant que professionnel, que les enfants s'en sortent et prennent en main leur avenir. C'est donc une question qui est posée à chacun, et c'est une question qui est posée collectivement, bien sûr pour mieux appréhender les situations, apprécier les dangers éventuels, et je veux beaucoup insister ici pour dire que les risques que nous évoquons, bien entendu, ne doivent jamais mettre en cause la vie ou l'intégrité physique, bien sûr des enfants, mais aussi des professionnels. Et on sait que c'est encore arrivé récemment, c'est quelque chose qui est possible. Alors, ces assises, nous avons 2 jours pour penser, réfléchir, partager, avec une après-midi de plénière, demain, comme vous le savez, demain matin, des temps d'atelier et à nouveau des plénières. Le temps du dialogue, cette année, et c'est une nouveauté, ne s'arrêtera pas aux ateliers. On vous propose d'innover en vous donnant la possibilité de poser des questions ou de réagir, soit sur papier, et vous avez donc des documents papier vierges auxquels vous pouvez mettre vos réactions, et puis des hôtesses qui vont passer, soit, modernité oblige, en utilisant un compte Twitter, @protectenfance. C'est bien ça, Karine ? C'est ça. Et puis nous avons 2 complices, sont Marie-Agnès Ferret et Martial Dardelin, qui vont être présents à nos côtés toute l'après-midi et qui vont recueillir vos réactions, vos questions, avec une double tâche. La première qui est d'identifier les questions qui vont être relancées pour l'ensemble des participants aux tables rondes, pour la première et la deuxième table ronde.
Et puis, une autre tâche qui va être que les questions qui n'auront pas été restituées à la table ronde, eh bien, seront restituées à chacun des ateliers et vont venir nourrir les ateliers demain. Ceci étant dit, je peux déclarer officiellement ouverts les travaux des 8e assises de la protection de l'enfance. Karine. Merci Didier. Bonjour à tous. Avant de commencer notre première table ronde, nous avons demandé à Pierre-Henri Tavoyot d'introduire cette première journée, prendre de la hauteur. Vous êtes philosophe, président du Collège de philosophie. Vous êtes un spécialiste des questions de jeunesse, d'éducation. Et vous allez donc nous emmener avec vous sur l'énigme de l'enfance. Pourquoi grandir? C'est à vous. Je reste là. Comme vous voulez. Écoutez, on va rester simple et rester assis comme vous. Merci d'abord de cette invitation. Je salue également le grand courage de ce titre. Effectivement, protéger, c'est prendre des risques. C'est un titre courageux, un titre extrêmement intéressant qui ne va pas effectivement dans le sens du poil de l'air du temps. Donc de ce point de vue-là, je trouve que comme aiguillon de la pensée, c'est tout à fait passionnant. Et moi, ce que je voudrais vous proposer très, très simplement pour tenter d'ouvrir la réflexion, et non pas du tout de la terminer, c'est de partir de la situation assez étrange que nous vivons d'un brouillage des âges. Le fait, effectivement, que, alors que dans toutes les civilisations connues, les différentes étapes qui conduisent du berceau à la tombe étaient parfaitement identifiées, avec des rites qui permettaient de passer d'une étape à l'autre, aujourd'hui, on ne sait plus très bien, ou on semble ne plus savoir très bien où nous en sommes. Les enfants sortent de l'enfance de plus en plus tôt, les adolescents le restent de plus en plus tard et entrent dans l'âge adulte de plus en plus tard. Certains disent qu'ils n'y rentrent jamais. Les adultes cherchent à rester jeunes très longtemps et les vieux, surtout, ne disent pas qu'ils sont vieux, ils ne veulent pas être vieux et vieillir jamais. Donc les âges sont en effet parfaitement brouillés. En même temps, soyons clairs, nous vivons les âges et nous continuons à les vivre. Deuxième paradoxe sur l'enfance. Nous disposons aujourd'hui, grâce aux sciences humaines et aux sciences dures, d'une connaissance du monde de l'enfance incroyablement élaborée, qui couvre absolument tous les domaines, l'histoire, l'anthropologie, la psychologie, la médecine. Nous disposons d'un nombre de connaissances sans doute jamais atteint dans toute l'histoire de l'humanité sur l'enfance. Mais sommes-nous vraiment capables de répondre à cette question simple? Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? C'est ça le paradoxe. Beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'étapes de l'enfance, de la petite enfance à la petite moyenne enfance, à la grande enfance, à la transition incertaine entre l'enfance et la jeunesse, voire l'adolescence. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant dans notre époque? Là, très étrange de ne pas pouvoir se mettre d'accord finalement à cette question extrêmement simple. Alors, pour essayer de prendre un peu de recul, on peut faire appel en effet à la philosophie. Alors, attention, ce n'est pas la philosophie des nuages, mais la philosophie au sens où elle a toujours eu pour objet de parler de la manière dont on pouvait conduire sa vie, du berceau à la tombe. Comment conduire sa vie? Donc, par définition, selon quelles étapes? Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de regarder ce que les penseurs ont dit de l'enfance. On peut, en première approximation, je serai évidemment très rapide et presque caricatural, opposer deux grandes conceptions de l'enfance dans l'histoire de la philosophie, une conception ancienne et une conception moderne. Encore une fois, ce sont des idéotypes plutôt que des vraies époques. Chez les penseurs antiques, la vie humaine était conçue, c'est un jeu de mots qui revenait très fréquemment en grec, comme un arc. Il y avait un sommet de la vie. C'est un jeu de mots en grec, bios, la vie, est un bios, un arc. Donc il y a un sommet de l'existence, Aristote l'identifiait parfaitement, c'était 35 ans pour le corps, 49 ans environ pour l'esprit. Voilà.
Personnellement, j'ai 50 ans, donc je suis déjà passé du côté un peu descendant de l'affaire. Donc dans cette perspective, puisque la vie a un sommet, tout ce qui précède ce sommet, c'est du moins. Et de ce point de vue, l'enfance est caractérisée par deux idées forces. D'abord, l'enfance, c'est du moins par rapport à l'âge adulte. C'est du néant, c'est du moindre. C'est du moindre, et c'était caractérisé par une image que les Grecs notamment utilisaient, l'image de la table rase. Les petits-enfants, à l'époque, quand ils allaient à l'école en Grèce antique, écrivaient non pas sur du papier, mais sur des tablettes de cire. Et ces tablettes de cire, quand on voulait les effacer, il suffisait de les chauffer et de passer une tablette, une raclette. On effaçait ainsi. C'était la table rase. L'enfant, c'est ça. C'est un moment un peu informe où il n'y a rien, qui est un mélange d'ailleurs dans la physique des grands philosophes antiques, qui est mélange d'eau et de feu. Ça part un peu dans tous les sens, c'est très bouillant, il y a plein d'énergie, mais ça part dans tous les sens. Par la suite, le reste de la vie, le jeune sera chaud et sec, l'adulte sera froid et sec, et le vieillard sera liquide et froid. Voilà, c'était ça les 4 âges de la vie pour la physique des Grecs. De ce point de vue-là, ça engageait toute une conception d'ailleurs médicale, puisque quand un adulte buvait de l'eau de feu, de l'alcool, de l'eau de feu, eh bien il retombait en enfance. Il ne savait plus ni marcher ni parler. Voilà les réflexions qui animent les penseurs de l'époque. Donc l'enfance est du moins. C'est, quand on regarde d'une manière positive, de l'innocence, quand on le regarde de manière négative, du néant. Et il faut donc le remplir, ce néant. Deuxième image qui apparaît, l'enfant, c'est un monstre. C'est un monstre, c'est-à-dire c'est indiscipliné, c'est absolument incontrôlable. Je cite Platon. De tous les animaux, c'est l'enfant qui est le plus difficile à manier. Par l'excellence même de cette source de raison qu'il a en lui, mais non encore disciplinée, c'est une bête rusée, astucieuse, la plus insolente de toutes. Ainsi doit-on le lier par des multiples brides. Voilà la première grande conception de l'enfance. Elle est caractérisée par 1. Le défaut, 2. L'excès. Voilà les 2 caractéristiques de l'enfance, le défaut et l'excès. Conséquence éducative, il faut lui bourrer le chou, c'est-à-dire le remplir pour lutter contre le défaut, et il faut le discipliner pour lutter contre l'excès. Donc c'est le tiens trois droits, et c'est par ailleurs l'instruction massive. Voilà les 2 caractéristiques de l'enfance, voilà la première conception de l'enfance chez les anciens. Chez les modernes, les choses changent de manière très progressive. Vous connaissez tous la magnifique histoire de l'enfance lancée par l'historien Philippe Ariès, qui raconte, même si c'est très débattu par les autres historiens, comment progressivement l'enfance commence à être reconnue dans l'histoire. Comment progressivement on considère que l'enfant n'est pas ni un excès, ni un manque, mais un être qui a une identité propre, une essence propre, qu'il convient de comprendre. C'est l'enfant moderne, dont pourrait-on dire, la phase la plus spectaculaire, c'est le moment où l'enfant devient un être susceptible d'être bon pour le service littéraire. C'est-à-dire qu'il devient un être dont on peut raconter l'histoire. Il a une intériorité, il a une psychologie. Gavroche, Cosette et quelques autres, qui deviennent des enfants dont on peut parler parce qu'il y a une richesse intérieure. C'est la première fois, et le grand inventeur de l'enfance, bien sûr, sera considéré comme étant Rousseau. Mais dans cette conception moderne, de nouveau, un autre paradoxe apparaît. Cet enfant qui devient un individu, on dirait aujourd'hui une personne, c'est une personne caractérisée par à la fois l'égalité et la différence. L'enfant est un égal et un différent. Égal, pourquoi ? Très simplement parce que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et donc l'enfant, en un sens, est un égal. Mais de l'autre côté, évidemment, c'est un être différent, qui vit dans un monde différent, le merveilleux monde de l'enfance. Si on y réfléchit, ces 2 conceptions entre lesquelles nous hésitons constamment, comme adultes, l'enfant est un être égal, l'enfant est un être différent, eh bien nous tétanise
dans notre fonction éducative. Si c'est un égal, il n'y a pas à l'éduquer. Il est comme nous. S'il est différent, on ne peut pas l'éduquer. Il est totalement différent de nous. Dans les deux cas, d'une certaine façon, l'éducation devient impossible. Et si on essaye de synthétiser un peu les deux, on va dire, mais attention, on peut tenter effectivement cet enfant de l'émanciper, de le libérer. Et puis il faut aussi le protéger. Mais le bon timing entre cette émancipation, première fonction éducative, et cette protection, deuxième fonction éducative, le bon timing, il est où? Qui va nous dire si nous ne sommes pas en train de le libérer alors qu'il faudrait le protéger, et de le protéger alors qu'il faudrait le libérer? Où est le critère? C'est le désarroi. Et nous manquons de ce point de vue-là, en effet, d'idées simples, d'idées claires, et surtout d'idées communes pour travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que peut nous dire un peu de philosophie dans cette matière? Je voudrais essayer d'apporter des pistes que vous avez certainement dans vos pratiques expérimentées, en posant deux questions très simples. Qu'est-ce qu'un enfant? On voit qu'on ne peut pas tellement répondre à cette question. Essayons de faire l'inverse. Quel est le contraire d'un enfant? Et si on arrive à répondre à cette question, quel est le contraire d'un enfant, on arrivera peut-être à répondre à ce qu'est un enfant. Le contraire d'un enfant, ce n'est pas un adulte. Parce qu'un enfant a vocation à devenir adulte. Ce n'est pas un jeune. Non, le contraire d'un enfant, c'est Peter Pan. Peter Pan qui commence comme ça. Tous les enfants veulent grandir, sauf un, Peter Pan. Quand vous lisez la pièce, certains d'entre vous l'ont certainement vue, et non pas simplement la version un peu édulcorée et un peu gnangnan de Disney, de Peter Pan, c'est pas du tout joyeux. Peter Pan nous raconte l'histoire d'un enfant qui ne veut pas grandir. Il était, quand il est né, il n'y a pas eu de bras maternel pour l'accueillir. Il croyait que les enfants étaient des oiseaux, qu'ils pouvaient voler. Il s'est envolé. Il allait rejoindre les fées dans le jardin de Kensington. Un jour, il a trouvé la porte fermée. Eh bien, il est parti. D'une certaine façon, c'est quelque chose qui décrit une sorte de maladie mentale. Cet enfant qui n'est pas rattaché par de l'affection et qui va effectivement péter les plombs, partir ailleurs. C'est en vérité une tragédie, cette affaire. C'est un enfant qui ne veut pas grandir. Ce qui nous donne, à contrario, la définition de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est très simple. Un enfant, c'est un être qui veut grandir. Tout simplement. C'est un être qui veut grandir, et du même coup, ce qu'il faut protéger dans l'enfance, ce n'est pas l'enfance, c'est cette volonté de grandir, cette volonté de devenir plus libre, plus grand. C'est ça l'objet de la protection de l'enfance. Et effectivement, on a tendance parfois à se perdre un peu. Ma petite expérience de colonie de vacances ou de sortie scolaire, on a partagé tous, quand il faut plus d'accompagnants que d'enfants dans une sortie scolaire, quand vous n'avez pas le droit de faire un pique-nique parce que ça va rompre la chaîne du froid. C'est un peu fâcheux tout ça. C'est-à-dire que cette hyper-protection qui va au contrario des missions éducatives. D'une certaine façon, cette volonté de grandir de l'enfant, on la nie par un carcan hyper protecteur. Parce qu'on croit qu'il faut protéger l'enfance. Alors que l'enfance, que ça reste entre nous, ce que je vais dire, il faut la tuer. Alors pas trop vite, pas trop tôt, pas complètement, d'accord. Mais pour que l'enfant grandisse, pour que l'enfant devienne adulte, il faut dépasser l'enfance, pour prendre un terme plus correct. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'exemple de Peter Pan nous permet de dire que cet enfant, c'est cette volonté de grandir qu'il s'agit de protéger, c'est cela qu'il faut préserver, c'est l'objectif. Et tout ce qui va à contrario de la volonté de grandir, c'est cela qu'il faut tenter de dépasser. Attention, ça n'empêche pas une petite forme de régression qui sont nécessaires, des petits coups de mou dans le grandissement, bien sûr. Pas non plus être d'un dogmatisme absolu et booster constamment les enfants dans leur volonté de grandir. Bien sûr, mais ça, j'allais dire, c'est le bon sens pratique qui permet de le voir. Deuxième question
qui peut-être nous permettra de mieux aussi avoir les idées claires sur cette question de la protection. Qu'est-ce qu'un enfant? On l'a vu, quel est le contraire d'un enfant? Deuxième question, à qui appartiennent les enfants? À qui appartiennent les enfants? Alors, là aussi, dans le monde traditionnel, la réponse habituelle, c'était au clan. Quand on écoute notre hymne national, c'est « Allons enfants de la patrie ». Et donc, selon cette première réponse, c'est le groupe qui est propriétaire, en quelque sorte, des enfants et qui aurait le droit d'en user et d'en abuser. Alors, il est clair que pour nous, de l'époque contemporaine, une vision un peu holiste de cette enfance va nous choquer. Et on va dire, mais non, l'enfant n'appartient pas au groupe, n'appartient pas à la famille, n'appartient pas à la nation, il appartient à lui-même. L'enfant doit s'épanouir. Oui, mais inconvénient de cette seconde réponse. Qu'est-ce qu'un enfant qui s'appartient à lui-même si ce n'est un enfant abandonné? Il s'appartient à lui-même. Qu'il se débrouille. Il s'appartient à lui-même. Entre ces deux réponses, dont l'une nous choque et l'autre nous déçoit, comment répondre à cette question simple, à qui appartient un enfant? Eh bien, j'avancerai cette troisième réponse possible. L'enfant n'appartient ni au groupe, ni à lui-même, il appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. C'est peut-être là aussi une réponse simple et simpliste, mais je pense qu'elle est assez opérationnelle en vérité. Parce que la tâche de l'éducateur, la tâche du protecteur, la tâche de l'accompagnateur social, c'est en fait d'occuper la place de cet adulte que l'enfant sera plus tard. D'occuper cette place aussi bien que possible. Et attention, c'est pas gagné. On fera inévitablement un nombre de conneries inimaginables. On sera forcément des mauvais parents, des mauvais profs. Bien sûr, ça c'est évident. Mais on peut, à partir de cela, de cette petite idée, de ce petit critère, se dire aussi que cette place peut être occupable et qu'elle peut guider l'action éducative, l'action de protection, l'action éventuellement d'assistance. C'est peut-être aussi ça qui permet de donner le bon tempo entre, effectivement, le moment où il faut libérer et le moment où il faut protéger. Comme quand on est prof, hein, vous savez, il y a un grand conflit pédagogique entre ce qu'on appelle la pédagogie de l'humiliation et la pédagogie de l'encouragement. Alors les Français sont dans la pédagogie de l'humiliation. T'es nul, tu finiras éboueur. Les pays nordiques sont dans la pédagogie de l'encouragement. Ce petit gribouillis que tu viens de faire, c'est formidable, c'est du Picasso, c'est merveilleux, c'est génial, c'est formidable. Aucune de ces pédagogies en elle-même n'est valable. Le problème de l'éducateur, c'est de savoir quand il faut l'utiliser. Un petit coup de pied au cul, du point de vue pédagogique, à un certain moment, quand on estime que les gens sont assez armés, ça marche. Mais ça peut aussi ne pas marcher du tout, et au contraire décourager. C'est là où l'on voit qu'effectivement l'éducation n'est pas une science. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le pluriel des sciences de l'éducation nous en dit beaucoup. C'est comme pour les sciences politiques. Il y en a tellement de sciences politiques que ça prouve que la politique, et c'est tant mieux, n'est pas une science. Eh bien, il y a tellement de sciences de l'éducation, ça prouve, et c'est tant mieux, que l'éducation n'est pas une science. Et le zéro risque, en fait, voudrait nous convaincre que l'éducation est une science. Mais si l'éducation est une science, les enfants seraient des objets. Ce ne seraient pas des enfants et ce ne seraient pas des êtres qui veulent grandir. Donc, voilà ma modeste contribution pour ces travaux. L'enfant, c'est quoi? C'est un être qui veut grandir. Et à qui appartient l'enfant? Eh bien, à l'adulte qu'il sera plus tard. Et c'est notre tâche à nous, eh bien, d'être cet adulte. Ça a un avantage, et je terminerai par là, c'est qu'en occupant cette place, on grandit soi-même. Je vous remercie. Merci Monsieur Tavoyot. Introduction très riche qui va nous permettre de rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Didier, tu vas nous présenter en quelques mots la première table ronde. Oui, Karine.
Effectivement, après cette question et cette mise en problématique, on va dire, le premier sujet qu'on vous propose d'ouvrir, c'est finalement entrer directement dans le cœur de métier, qui est votre cœur de métier, autour de protéger qui, protéger quoi. Et pour nous éclairer, à la tribune, nous avons Cédric et Léo, qui sont administrateurs de la FNADEPAP, Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance, Catherine Selnay, sociologue, Patrick Bensoussan, pédopsychiatre, et Pierre-Henri Tavaillot, qui va rester avec nous, philosophe, et qui vont répondre à nos questions et peut-être aux vôtres. Karine. Alors, je crois que pour parler des ingrédients qui permettent de préserver cette volonté de grandir, comme vous l'évoquiez, le mieux pour en parler, c'est de commencer par ceux qui sont concernés. Je me tourne vers Cédric. On va commencer par vous, Léo. Vous avez participé à la recherche avec les pairs menée par Pierrine Robin. Vous l'aviez présenté d'ailleurs l'année dernière aux Assises à Lille dans un atelier. Vous aviez présenté les principaux constats. Aujourd'hui, on a envie de vous interroger plus spécifiquement sur les points les moins positifs des parcours vécus donc par les enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, les faiblesses, les manques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles sont les principales faiblesses? Bien, bonjour. C'est une lourde charge que de porter la parole des accueillis en protection de l'enfance, donc je vais essayer de le faire de manière nuancée parce que les discours d'abord sont nuancés. Et ça, on le sait, mais il faut aussi le redire, que les discours qui sont portés par les premiers concernés sont en général nuancés sur leur parcours. Et la recherche qu'on a menée depuis 2 ans, justement, ne déroge pas à cette règle. Et donc, en fait, tous les jeunes interrogés dans le cadre de la recherche, en fait, disent avoir été satisfaits d'avoir été accueillis à l'ASE. Alors, pour autant, tous mettent aussi en avant des difficultés particulières quant à la prise en charge que l'aide sociale à l'enfance peut poser. Alors, c'est très dur, évidemment, de dresser un panorama exhaustif de l'ensemble des manques que les personnes accueillies en protection de l'enfance identifient, précisément parce que ces manques dépendent évidemment des parcours. Par contre, je vais essayer de mettre en évidence un certain nombre de tendances, de points de convergence, et je m'arrêterai plus particulièrement sur 2 d'entre eux. Le premier, tout le monde le sait, c'est évidemment la question de l'écoute, avec là des appréciations qui sont plus ou moins positives selon les parcours. Le sentiment que l'écoute dont ils ont bénéficié a été insuffisante est particulièrement présent chez les jeunes en fait, qui nous disent en fait, avoir cherché à éviter à tout prix le conflit durant leur prise en charge, à grandir en quelque sorte sans s'opposer. Et on peut citer l'exemple dans cette recherche justement de Lisa, une jeune de 23 ans qui disait en fait avoir eu l'impression durant sa prise en charge d'être reléguée au second plan et d'avoir été justement un acteur de second plan. Et elle utilise en fait, en filant la métaphore théâtrale, qu'elle avait eu l'impression de faire partie du décor, faire partie des meubles, être transparente, de ne pas exister dans le regard de l'autre, d'être accompagnée sans individualisation et d'être traitée avec inégalité. Au fond, et ça vous l'avez malheureusement aussi souvent entendu, de n'être qu'un dossier parmi d'autres. Alors ce manque d'écoute durant la prise en charge donne l'impression en fait de ne pouvoir compter sur personne et de ne compter pour personne. Et la sortie des dispositifs à 21 ans en fait, vient souvent confirmer de manière cruelle l'insuffisance d'écoute, surtout quand il n'y a plus de nouvelles, quand il n'y a pas de nouvelles qui est demandée par l'institution une fois la sortie arrivée. Donc après ce tableau lumineux et réjouissant, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur les cas d'écoute jugés positives, non pas pour faire une synthèse molle en disant bon il y a du bon, il y a du mauvais, mais plutôt pour voir en fait que dans ces cas positifs, on a justement les ressorts de ce que peut être une écoute jugée positive par les premiers intéressés. Et là, il y a 2 éléments en fait qui reviennent très souvent.
un premier élément autour des notions de réciprocité et d'empathie, justement. De réciprocité et d'empathie. Et ce qui est frappant, en fait, dans les discours des accueillis en protection de l'enfance, auprès desquels on a travaillé durant 2 ans, c'est qu'ils associent justement très largement l'écoute à l'empathie et à la notion de réciprocité. Et lorsqu'ils parlent des figures éducatives qui avaient jalonné leur parcours, on entendait des choses du genre il me parlait de sa vie, je lui parlais de la mienne, et ça renvoie vraiment à l'idée de compter pour la personne qui vous accompagne, que ce soit le référent ASE, la famille d'accueil, l'éducateur. Donc il me semble que le cœur du sujet ici, c'est vraiment l'engagement des professionnels. Il y aura un atelier justement sur la question demain. Donc dans les parcours, et je le dis avec 10 000 grosses guillemets, dits positifs, il y a un élément de convergence central sur la question de l'écoute, qui est la reconnaissance en fait d'un engagement éducatif qui a dépassé en fait la simple dimension financière et professionnelle de l'accompagnement. Cet engagement personnel de l'éducateur donne le sentiment aux jeunes de pouvoir compter sur, je cite un jeune qu'on a interrogé, Christopher, 16 ans, après, je sais qu'il y aura les éducateurs qui, même après, m'aideront toujours. Si j'ai un problème, je sais que je peux les aider, ils m'aideront. Le sentiment de compter sur et de compter pour également, il poursuit en disant « Les qualités pour aider à mettre en confiance, eh bien déjà, quand on arrive sur un groupe et que l'éducateur donne son numéro de téléphone aux jeunes, on voit qu'il fait confiance directement aux jeunes. Même si je sais que ce n'est pas très bien de faire ça, un éducateur qui vient de te parler un peu de sa vie, ça donne tout de suite l'impression de compter pour lui. Car en même temps, s'il te raconte sa vie, c'est que je compte un peu pour lui. Donc ça fait toujours plaisir. » Donc c'est un exemple très simple, en fait. Christopher l'a dit, qu'il perçoit dans le fait que l'éducateur va lui donner son numéro de téléphone et va lui dire quelque chose de personnel, très retenu sur sa vie, ça lui donne simplement le sentiment d'exister à ses yeux. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il dit « je sais quand même que ce n'est pas forcément recommandé », donc il perçoit le fait que ce n'est pas une pratique qui est forcément bien vue dans le secteur de la protection de l'enfance. Et pour moi, ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que comment ces liens du quotidien, ils peuvent être soumis aussi parfois à la désapprobation générale, alors qu'ils sont fondamentaux pour les jeunes concernés. Donc pour autant, il reste que cet engagement éducatif personnel donne aussi l'envie aux jeunes de s'engager en retour, soit immédiatement, soit de manière différée. Donc si l'écoute elle est liée à l'empathie et à la réciprocité, elle est liée aussi à la transparence, avec des remarques du style « Mon éduc me tenait au courant des démarches, elle ne faisait rien sans moi, elle était avec moi ». Et donc ici, l'écoute elle est liée à l'idée de faire avec la personne, et ça nous rappelle surtout que l'écoute c'est un jeu à deux, et que par conséquent dans un dialogue, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait un véritable échange, et que pour qu'il puisse s'instaurer, il faut qu'il y ait un partage de connaissances. Très rapidement, je reprendrai les beaux mots d'Émilie Potin qui disait « Dialoguer, ce serait accepter que l'aider puisse aider l'aidant à aider » et de s'interroger dans la relation de contractualisation, comment offrir à chacune des parties les moyens de pouvoir contracter à égalité, ce qui est quand même très difficile quand on a un enfant accueilli à l'âge de 3 ans. Et ça nous renvoie à de nombreux témoignages d'anciens accueillis qui disent que d'emblée, ils avaient l'impression que le jeu était biaisé, puisque généralement, ils ne savaient pas pourquoi et surtout pour combien de temps ils allaient être accueillis en protection de l'enfance. Et le cas typique, c'est des jeunes qui vous disent « on m'a dit que j'en aurais pour 12 mois et au final, j'en ai pris pour 12 ans ». Donc ces témoignages, il me semble, doivent nous inviter à agir dans le sens de la transparence, notamment la transparence sur les raisons de l'accueil et sur la durée envisagée de l'accueil. Merci Léo. Oui. On va poursuivre. J'aimerais que tu reprennes ta définition sur l'aide. Là, tout à fait à la fin, là, quand tu as dit oui. Le métier, c'est aider à aider. Mais je reprends mes notes parce que ce n'est pas de moi, malheureusement, c'est d'Émilie Potin, qui est sociologue, de Bretagne d'ailleurs, peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. En fait, j'avais trouvé cette phrase très belle, et elle disait, alors je ne retrouve plus la feuille, elle disait qu'en fait, il fallait accepter que l'aider puisse aider l'aidant à aider. Et je trouvais que c'était vraiment une très très belle phrase en fait. Merci Léo. Cédric, quand on a préparé... Alors je vous présente en 2 mots, vous êtes président de l'ADPAP du Val-de-Marne qui est en construction actuellement. Tout à fait. Voilà.
Vous avez connu un parcours en protection de l'enfance, assez tardivement d'ailleurs, en établissement, en village d'enfants. Et quand on a, je le précise, parce que quand nous avons préparé cette table ronde, qu'on a échangé tous les deux, vous avez beaucoup insisté sur la vie quotidienne, en insistant sur des éléments qui pouvaient être très pesants, voire contre-productifs dans votre éducation, votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cela ? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je parlais pas mal de la question de la confiance. Alors c'est vrai que la confiance, elle dépend aussi du rapport qu'on a avec le jeune placé. Sage, moins sage. Moi, j'ai pas toujours été sage, donc c'est sûr que la confiance, je savais qu'on me la donnerait pas toujours. Mais vu que j'en étais conscient, du coup, j'étais pas étonné. Mais de ce que j'ai pu voir aussi, c'est que en termes de placement, la prise de risque est importante, car le seul enjeu de cette prise de risque est la réussite de l'enfant, tant socialement qu'en termes financiers. Mais on peut faire autrement, car le projet pour l'enfant doit être travaillé en amont, ce qui n'est pas toujours l'impression que cela donne. Car bien des fois on a remarqué qu'il y avait toutes sortes d'hésitations pour la suite du projet de l'enfant. Donc le projet doit être travaillé en amont et éviter toutes sortes d'hésitations dans le parcours justement de cet enfant, et comme le disait si bien Monsieur Tavoileau, un enfant qui veut grandir. Accepter cette part de risque dès lors qu'on s'engage à élever un enfant, accepter cette part de risque dans une gestion collective justement du projet pour l'enfant doit inclure un engagement collectif donc dans cette même gestion, donc des travailleurs sociaux, des élus aussi au niveau local, un risque entre guillemets mesuré, je pense, pour accompagner justement les travailleurs sociaux qui malheureusement n'ont pas les mains toujours libres et qui, je le sais, aimeraient en faire plus. Moi, je disais l'année dernière qu'on comptait sur les éducateurs qui, bien des fois, avaient l'impression qu'on les pointait du doigt lorsqu'il y avait des manques, lorsque les jeunes sortaient de la protection de l'enfance avec une impression qu'ils ont mal été suivis, qu'ils ont mal été orientés. Je pense que des fois, on met aussi un peu trop on pointe un peu trop du doigt les éducateurs qui, eux, malheureusement, quand ils agissent dans l'urgence, c'est pas toujours de leur propre chef. J'ai vécu cette situation et c'est vrai que ça peut, à un moment donné, agir dans l'urgence, créer des ruptures qui, elles, précipitent la sortie. Donc la fin du contrat jeune majeur, un jeune qui s'en va sans savoir où il va et sans moyen de volte-face. Parce que bien souvent, lorsqu'on se dit j'ai peut-être fait une erreur, après avoir discuté avec ses amis, avec les personnes de confiance, on se dit je vais pourquoi pas enfin finalement accepter un contrat jeune majeur, ça peut m'aider à me lancer et au final voir où je vais, avoir quelque chose de plus clair. Et bien souvent les portes sont fermées. Donc c'est quelque chose, une thématique que vous connaissez tous, hein, le non-droit à l'erreur en protection de l'enfance. Vous êtes obligé de réussir. Moi, c'était pas mon cas et je l'ai dit aussi l'année dernière, mais Dieu merci, je m'en suis quand même sorti. Comme quoi, avec un peu de courage, et je pense que le courage dans la prise de risque est importante. L'enfant veut grandir, il faut juste, je pense, avec un peu de courage, un peu d'ambition, un peu de volonté, parce que sur qui ça va retomber s'il fait une bêtise, sur qui ça va retomber s'il se passe quoi que ce soit, qui sera concerné. Je pense que dès le départ, à l'entrée du jeune qui est censé évoluer, grandir comme tout autre enfant, on doit prendre des gages, on doit s'engager, on doit prendre des initiatives et se dire que voilà, ça c'est le contrat qu'on fait en s'engageant pour cet enfant. Voilà où on veut le mener. Et ça nécessite forcément de prendre des risques. Alors Cédric, vous avez presque anticipé sur la question des risques, sur laquelle on vous attendait aussi, mais je me permets juste de revenir un tout petit peu en arrière, parce que dans notre discussion, vous aviez beaucoup insisté sur notamment la question des sorties. Vous disiez, au fond, on me ramène toujours à ma condition d'enfant placé dans mon quotidien.
Est-ce que vous pouvez nous en reparler de ça? Parce que c'était intéressant de vous entendre. Vous étiez assez sévère sur ces questions-là quand même. Bah, sévère, oui, parce que c'est simple, ça. Enfin, je pense que j'apprends rien à personne ici. Lorsque le jeune veut aller, par exemple, en soirée, ça fait partie, je pense, du développement de tout jeune adulte ou de l'ado, pré-ado. Rencontrer des gens qui peut-être, par exemple, les amis de ses amis, les parents de ses amis, seront peut-être les personnes de confiance. Et dans la construction de l'enfant, je pense que c'est important. Et bien des fois, on se dit, mais j'ai pas l'autorisation, il faut passer par le juge, qui va passer il faut passer par l'éducateur, qui va passer par le chef éducatif, qui va passer par le directeur de la structure, qui va passer par le juge, qui le juge va. La soirée est passée, ça fait 2 semaines, donc à un moment donné, comment le jeune... Bon, encore moi je savais que c'était mort, je jouais à la PlayStation, ça allait plus vite. Mais je veux dire simplement que dans le projet de l'enfant, dans sa construction, c'est important la sociabilisation. Quand, en tant que président de la nouvelle ADEPAP du Val-de-Marne, on n'a pas encore eu nos subventions, on n'a pas encore eu nos locaux, mais ce qu'on sait faire au sein donc, des ADEPAP, et ce depuis très longtemps, c'est l'accompagnement moral. C'est-à-dire d'être présent pour quelqu'un qui a simplement besoin de parler. Et on constate bien souvent que c'est des gens qui n'ont pas forcément eu la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas eu des gens de confiance, parce que ce genre de choses n'ont pas été acceptées. On n'a pas pris le risque de le laisser découvrir la vie, on n'a pas pris le risque qu'il se trompe, comme tous les enfants qui font des erreurs. On n'a pas pris le risque de l'autoriser, bien sûr, à se tromper, en sachant que derrière, tu fais une bêtise, tu sais que derrière, tu seras peut-être plus autorisé. Mais voilà, c'est cette part de risque à prendre. Comment dire aux parents de ses amis que l'on est placé sans que son ami à qui on ne l'a jamais dit le sache? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toute une gymnastique pour pas que son meilleur ami, confident, le sache. Il faut passer par ses parents, il faut un mot, faut que... C'est très compliqué. Je pense que et ça c'est en projet, je pense, ça fait partie de pas mal de réflexions, de raccourcir tout ce temps pour qu'on puisse prendre la décision. Alors c'est pas toujours pareil, moi j'ai pu aller à des soirées sans qu'on remonte tous ces échelons, mais je pense que c'est à un moment donné, il faut y aller. Le risque, il est mesuré. Vous connaissez le jeune, il fait des bêtises, vous savez, vous pouvez lui dire non, mais il sait pourquoi. Mais il ne faut pas être frileux et se dire je risque quelque chose, s'il arrive quelque chose, c'est moi qui va manger. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Voilà. C'était un petit peu la colère que j'avais, parce que j'en ai vu, et pas que moi, mais j'en ai vu, et c'est vrai que c'est assez dur. Ça fait partie de la construction d'un enfant. Merci Cédric. Je pense que c'était important que vous le reprécisiez. Alors, je me tourne maintenant vers Patrick Bensoussan. Vous êtes pédopsychiatre, responsable du département de psychologie clinique à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Vous avez travaillé en maternité, en centre d'accueil maternel. Vous avez suivi de nombreux jeunes et adolescents. Qu'est-ce que ça vous évoque, les propos de Léo, Cédric, et quels sont au fond les ingrédients principaux, les fondamentaux pour bien grandir? Bonjour. C'était quoi? Une chanson de Gabin vers la fin de sa vie, où il disait, en gros, je sais qu'on ne sait jamais. Et je crois assurément que répondre à ces questions-là, c'est mettre en péril le fait même du questionnement. Qu'est-ce qu'il faut pour bien grandir? Moi, j'en sais à proprement rien. On a tous sûrement des idées tout à fait établies, voire préconçues autour de cet élément. Mais quant à savoir ce qu'il faudrait vraiment pour qu'un enfant se développe le plus harmonieusement possible, on pourrait en dire des choses. Et je crois que déjà, à l'instant, on en a entendu beaucoup. On a entendu l'importance de... Vous savez, on pourrait imaginer que pour
pouvoir grandir, il faut... ça, c'est une autre chanson. C'est quoi? C'est Toi, toi, mon toi. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est très lointain quand même. Hein. C'est, comment on dit, les années 80. Donc, toi, toi, mon toi, c'est cette idée qu'il faut quand même un toi théoïté. Un toit pour un enfant. Et ça, c'est particulièrement important, c'est-à-dire un lieu où pouvoir exister. C'est la question du lieu. Et aujourd'hui, on voit, hein, avec la question de la migration, hein, combien la question du lieu, pas simplement d'un lieu symbolique, mais un lieu réel, un lieu où être, un lieu où grandir, c'est vraiment fondamental dans l'histoire de vie d'un sujet. Et ce toit, ça veut dire bien entendu un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux. C'est ce qu'on appelle peut-être de façon très rapide les besoins physiques, affectifs, psychologiques d'un enfant. Un certain nombre de besoins qui font que l'enfant, pour grandir, doit mériter l'attention éveillée d'un autre auprès de lui. Et là, on passe du toi théoïté au toi théoi. C'est-à-dire que nous autres, dans l'espèce humaine, nous avons un besoin vital d'un autre pour exister. Nous ne pouvons pas vivre si un autre n'est pas là pour nous aider à vivre, depuis l'aube de notre vie. Nous n'avons aucune autonomie au début de notre vie. Nous avons besoin d'un autre pour nous donner à manger, pour nous aider à penser, pour nous parler, pour nous cajoler, pour nous caresser, pour nous apprendre le monde et nous apprendre la vie. Nous avons un besoin immuable et vital d'un autre auprès de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une caractéristique majeure de notre espèce. Du coup, vous voyez, à la fois entre le toi théoïté et le toi théoi, on a déjà résolu un certain nombre de ces questionnements. Mais est-ce que cela suffit? En fait, quand on parle d'un toi, on l'a dit là à l'instant, on parle aussi d'un autre, d'un interlocuteur. Interlocuteur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on va pouvoir parler. Quelqu'un qui est en face de soi. Lévinas disait des choses autour de ça. L'envisagement. Être face à l'autre. Faire face à. C'est-à-dire, en gros, pas se carapater au premier problème. Se confronter au réel et aux réalités de ce qui fait la rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre, elle est toujours problématique. L'autre, par le simple fait qu'il est différent de nous, il nous pose problème. En gros, on aimerait bien s'en débarrasser. Ça serait le plus simple. Ça serait le modèle, vous savez, de ce qu'on évoque ou qui se constitue sous le terme de la violence fondamentale. Il ne faut pas croire que nous sommes des bénis oui-oui, que nous sommes nés dans un monde merveilleux où tout va bien. Et vous savez, le modèle romantique et nostalgique à la Rousseau. La vie est belle, le monde est beau, et nous sommes aussi beaux que le monde que nous habitons. Ça, du côté de Marseille, d'où je viens, on dit pipeau. En gros, la vraie réalité, c'est que le seul souhait et le seul désir, c'est d'anéantir l'autre, mais plus que de l'anéantir, de l'annihiler, de faire en sorte qu'il n'existe pas. On peut s'en passer, on n'a pas besoin de lui, on n'en veut pas auprès de nous. Dolto disait que ce qui importait, c'était la mêmeté de l'être. Tous pareils, tous les mêmes idées, les mêmes habits, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes experts, tous les mêmes. Comme de gentils petits moutons. Notre désir premier, c'est ça, tous pareils. Et dès que quelque chose ou quelqu'un vient là être différent, ça ne le fait pas. Ça ne nous plaît pas. L'originalité, ça va à un moment, mais pas trop. Donc vous voyez que dans la rencontre avec l'autre, dont on a tellement besoin, va s'instituer un certain nombre d'éléments qui sont totalement paradoxaux. Un peu, mais pas trop. Beaucoup de même et pas trop de différence. Alors vous voyez, quand on commence à parler de protection de l'enfance, on s'institue déjà d'emblée dans un monde terrible parce que les enfants, par essence, sont différents. Totalement différents de nous, qui avons été des enfants, mais qui ne le sont plus.
nous avons grandi. Et en grandissant, nous avons dû sûrement fonctionner dans un des besoins premiers, fondamentaux de l'enfance, apprendre à renoncer à la toute-puissance, à renoncer à la mégalomanie, à renoncer à tout de suite. Nous avons fait ce que Hannah Arendt, Freud appelait le travail de culture. Nous nous sommes calmés, nous nous sommes socialisés. Nous avons pensé que l'intérêt collectif était aussi une chose importante pour notre intérêt personnel et pour le bien de tous. Il ne s'agit pas là d'un renoncement, il ne s'agit pas là d'une perte, d'un creux, d'une négation, mais au contraire d'une façon de s'élever, de sortir de cette espèce de fange très initiale qui constitue le désir même de l'enfance, totalement nostalgique. Je veux tout de suite. Et ce que je veux maintenant, je dois l'avoir. C'est une nécessité pour moi. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Eh bien, nous avons transformé cette nécessité-là, ce besoin, en quelque chose de plus civilisé, de plus apaisé et de plus réfléchi. Nous avons appris à dire oui. C'est compliqué ça, dire oui. Les enfants, ils disent non tout le temps, non à tout. La seule chose qui importe, c'est leur parole et leur décision. Donc c'est eux qui ont toujours raison. C'est le postulat initial de l'enfance. Au fur et à mesure, en grandissant, en se confrontant aux réalités, au monde qui nous entoure, nous avons appris à dire oui. Et cela ne va pas de soi. Voilà sûrement un des besoins fondamentaux de l'enfant dans son grandir. Moi, je serais peut-être un petit peu plus paradoxal que M. Tavoyello sur cette idée du désir de grandir, sur cet engagement vers le grandir des enfants. Vous savez, tous les grands auteurs de Saint-Exupéry qui disaient « Je suis de mon enfance comme on est d'un pays », jusqu'à Bobin qui disait lui aussi « Mon pays, c'est l'enfance ». Tout le monde convoque l'enfance comme une figure structurante de ce que les adultes sont devenus, comme un enfant qui vit toujours à l'intérieur de nous et qui nous permet de continuer à être, à garder ce fond vivifiant. Heureusement que je suis resté encore un peu enfant. Heureusement que cet enfant qui sommeille en moi se réveille de temps en temps pour venir me réveiller. Mais dans le même temps, cet enfant-là s'est totalement transformé au fur et à mesure de ses expériences de vie. Et on revient sur l'histoire de la sortie qu'on évoquait à l'instant. Qu'il est important de permettre aux enfants de faire des expériences de vie, d'accompagner leurs expériences de vie, et puis de les laisser se confronter au réel des événements de leur vie, sans être là toujours derrière eux. On l'a aussi évoqué à l'instant. L'hyperprotection, la sollicitude anxieuse des parents et des professionnels d'aujourd'hui, ça va. Bien entendu, les enfants ont besoin de faire leurs expériences. Je lisais un ouvrage qui reprenait la guerre des boutons. Vous savez qu'il y a un peu plus de 100 ans. Et cette assurance qu'aujourd'hui, tous les enfants qui jouaient dans la guerre des boutons et qui étaient là dans toutes ces histoires de bandes, etc., seraient assurément placés quelque part. Tellement il est inimaginable à l'empan de notre réalité culturelle et temporelle de pouvoir penser l'enfance en ces termes-là. Donc les besoins fondamentaux de l'enfance, vous voyez, on pourrait les décliner à longueur de temps, mais je crois qu'on les résumerait de façon très rapide à cette assurance que le toit qui protège et le toit théoi qui nous permet d'être dans la rencontre sont deux des éléments fondamentaux qu'il convient de préserver. Merci, Monsieur Bensoussan. On a pris de la hauteur, là encore. C'est vraiment très riche. Merci. On va poursuivre sur la question des attentes et des besoins avec vous, Catherine Selnay. Vous êtes sociologue.
chercheur au CREN à l'Université de Nantes. Vous avez mené un grand nombre de recherches en vous appuyant souvent sur des entretiens avec des enfants concernés. Vous avez notamment récemment réalisé une étude sur les tiers dignes de confiance, qui a d'ailleurs servi de base à une recommandation du Défenseur des droits. Et là, je crois, vous entamez une recherche, dans les Côtes d'Armor d'ailleurs, sur les familles d'accueil, dans laquelle vous allez interroger une 50aine d'enfants, donc accueillis dans ces familles, mais aussi, c'est très intéressant, les enfants des familles d'accueil, pour justement confronter les points de vue. Compte tenu de cette riche expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les attentes, les besoins des jeunes suivis en protection de l'enfance? Bien, merci et bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites déjà et sans doute, je dirais, à l'instar de ce que nous a proposé M. Tavoileau, il faudra un jour qu'on se penche davantage, non pas sur les différentes conceptions de l'enfance, mais sur nos différentes conceptions des besoins des enfants. Et je crois qu'il faudra qu'on se dote probablement d'une lecture un peu commune, parce que de quoi parlons-nous? Est-ce que nous allons parler en effet des besoins primaires, des besoins affectifs, des besoins cognitifs? La scolarité des enfants de l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai problème et il faudra en parler un jour. Des besoins sociaux, d'autonomisation et puis des besoins de valeur aussi. De quoi ces enfants ont-ils besoin? Ceci dit, faute de temps, je vais plutôt creuser le sillon qui a déjà été très abordé par les intervenants précédents, parce qu'en effet, je pense, et c'est ce que retraduisent ces enfants, que le besoin premier, le besoin vital, c'est probablement de compter sur quelqu'un et d'être sûr que l'on compte aussi à ses yeux. Et c'est de cela dont parlent en effet les enfants que j'ai interrogés par des entretiens qualitatifs. Ils sont en effet au nombre de 50, du département donc 22. Et ce que je peux peut-être retraduire un peu dans la ligne de ce qu'ont fait Léo et Cédric, c'est quel est leur savoir d'expérience qu'ils peuvent nous transmettre pour que nous puissions peut-être les aider autrement. J'ai envie de dire que jusqu'à présent, nous avons fait comme si les enfants, les jeunes, c'était un groupe homogène. Or, visiblement non, et je crois qu'il va falloir que nous distinguions les besoins des enfants en fonction de 4 groupes. La liste n'est certainement pas exhaustive, mais en tous les cas, elle va peut-être nous aider à penser. Il y a un premier groupe que j'appellerais les affiliés. Les affiliés, ce sont ceux qui ont noué des liens d'attachement très forts à leur famille ou à la famille d'accueil. Et pourquoi pas? Et j'ai envie de dire que ces enfants, dans ce sens-là, vont bien. Ils savent sur qui s'appuyer, ils savent pour qui ils comptent. Et le plus grand risque peut-être serait que nous ne respections pas ces attachements, tout simplement parce que ces attachements ne seraient pas dans l'air du temps ou dictés par les politiques qui, vous le savez, en protection de l'enfance, ont toujours été des effets de balancier un peu. Tous les parents ou pas du tout les parents, on est toujours dans cette oscillation et je crois qu'il faut que nous fassions attention à ces affiliations créées par les enfants et qui sont solides. Le deuxième groupe, je les ai appelés les ancrés, parce que l'encre est certainement plus facile à lever et à jeter d'un port à l'autre. Et ces enfants nous montrent qu'ils sont capables de vivre des attachements non conflictuels dans les 2 familles. Et le risque serait peut-être du coup que nous voulions, nous, hiérarchiser ces liens d'attachement, en pensant que les uns seraient peut-être meilleurs que les autres. Or, ces enfants, finalement, nous montrent que les liens d'attachement peuvent être multiples, pluriels, et que cette fameuse notion de pluriparentalité, qui est jusqu'à présent un joli mot, eh bien, peut peut-être exister, en tous les cas, pour certains d'entre eux. Et puis, le troisième groupe, et c'est là où c'est plus compliqué, je les ai appelés les écartelés, parce qu'ils développent cela, je dirais, parfois, des conflits d'attachement, des conflits d'appartenance, des conflits de loyauté, appelez cela comme vous voulez, mais en tous les cas, ils sont en effet écartelés entre 2 familles, 2 modèles d'identification possibles. Et la question qui se pose du coup pour nous, c'est est-ce que cet écartèlement est dû à nos modes d'intervention? En quoi les adultes peuvent-ils être responsables, même en partie, de cette construction d'enfants entre 2 rives? Je crois que c'est à cette question que nous devons répondre parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont des témoignages forts. Et je vais vous citer le témoignage de Clément, 15 ans, qui a vécu 15 années de visites médiatisées. Sa conclusion est sans appel, voici ce qu'il dit. «
C'est très dur d'avoir à la fois une relation avec sa vraie famille et avec sa famille d'accueil. On ne sait plus très bien sur quel pied danser. On voudrait prendre tous les avantages d'un côté et tous les avantages de l'autre. Et le problème est qu'on ne peut pas prendre juste une seule partie. On est obligé de tout prendre et on ne sait jamais où on est. Faute de pouvoir résoudre, je dirais, ce conflit d'appartenance, Clément a préféré le non-choix, mais aussi le non-engagement. Il traîne de rive en rive son impossibilité à s'attacher et ne trouve des points d'appui qu'en extériorité. Il cite des personnes ressources, certes, mais qui sont situées dans les 3 territoires qui l'ont vu grandir, mais seulement aux frontières. Il cite, par exemple, sa tante, il cite les enfants de la famille d'accueil, mais pas la famille d'accueil, et puis il cite le psychologue qui l'a aidé depuis 15 ans. Mais il ne se rapproche pas du centre. Et le bilan qu'il dresse est très négatif, puisqu'il dit ceci. « Ce n'est pas devenu ma mère, pas vraiment, non, c'est une étrangère. Quand on est petit, on vous dit « cette personne-là, c'est ta maman », alors on garde une certaine habitude, mais on n'arrive pas à créer quelque chose en continu. Alors c'est sans doute au cas par cas, en fonction des parents, cela peut être plus facile ou plus compliqué de créer des liens. Moi, j'avais une grande envie, mais les petits bouts ne font pas une histoire. Je m'imaginais toujours quelque chose de mieux, je restais sur du rêve. Et il ajoute, les visites médiatisées, c'est comme si on avait une annonce, une bande-annonce, mais jamais le film. La question qui se pose, vous le voyez bien pour nous, est de savoir pourquoi n'avons-nous pas réussi à répondre aux besoins d'attachement de ce jeune. Est-ce que d'autres modes d'intervention auraient permis qu'il y ait une affiliation, qu'il y ait des liens plus solides et non pas des liens artificiels? Bien sûr, on reste la question ouverte, il n'est pas question d'y répondre. Et puis, il y a un dernier groupe sur lequel je crois qu'il ne faut pas que nous fassions l'impasse. Je les ai appelés les apatrides. C'est un groupe qui va très mal. En 1989, Boris Cyrulnik observe que l'absence d'affiliation a des conséquences très néfastes pour la construction identitaire de l'enfant. Et il dit l'enfant de personne, c'est presque personne. David, 6 ans, est de cela. Je le cite. « J'ai fait les foyers depuis mes 5 ans, mais j'allais le samedi chez mes parents. J'ai fait 6 foyers en tout. Après, c'est le juge qui décide. Puis une famille d'accueil pendant quelques années, avant un nouveau retour chez mes parents. Je n'ai pas l'impression qu'on m'écoute, même si je dis ce que je pense. Le juge a dit que mes parents allaient mieux, qu'ils arrêtaient de se prendre la tête, donc ils ont décidé de me remettre chez moi. Et là, tout est reparti en vrille, et je suis venue ici. Mes parents se battaient, moi j'esquivais, je restais dans ma chambre, mais parfois j'arrivais au mauvais moment. Alors on ouvrait les portes avec mon frère pour que les gens entendent et viennent nous aider. Le problème maintenant, c'est moi. J'en ai marre de la vie et de traîner d'un lieu à l'autre. » Dans ce témoignage, Maurice Berger, auteur de l'échec de la protection de l'enfance, verrait certainement un ultime exemple de l'idéologie du lien. David se devait d'être l'enfant de cette famille, d'être loyal et de la rejoindre. Les adultes en ont décidé ainsi. Mais quand on interroge David sur son avenir, la réponse est la suivante. Mon avenir, je le vois devant le Monoprix à faire la manche. Je galère, je dors pas bien. Tous les jours, je vais boire avec les SDF. Je les aime bien, je suis en sécurité, et puis ils fument tous. Cela, c'est bien. Et en même temps, cela me fait peur d'être comme eux. Mais tous les jours, ils m'arrangent, et moi aussi. Ils sont gentils. J'aime bien être avec eux. Ils sont toujours au même endroit, et cela me rassure. Ballotté d'un lieu à l'autre, David est sans attache. Les seuls qu'il a trouvés sont un bout de trottoir, un territoire de misère, mais un même endroit, dit-il, où retrouver d'autres oubliés. Je pense en effet que faire des expériences de vie, c'est important pour un jeune, mais jusqu'où ces expériences de vie? Et je suis tout à fait en accord avec ce qu'ont dit Léo et Cédric sur parfois une autonomisation trop rapide et trop précoce. Il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, l'autonomisation des jeunes est aujourd'hui à 25 ans en moyenne. C'est bien pourquoi les sociologues ont inventé le terme d'adolescence. Aux jeunes qui ont été comme David ballottés, on demande d'être autonomes à 18 ans.
La prise de risque, et on le verra, je crois, dans certains ateliers, est peut-être de répondre autrement à cette autonomisation trop rapide. Dans cette sphère donc des besoins affectifs, vous le voyez, les risques ne sont pas anodins et ne peuvent être généralisés d'un enfant à l'autre. Je pense que nous devons affiner notre lecture du danger pour mieux cerner les incidences des décisions prises. Les risques pour ces enfants sont connus en fait, du moins sur la sphère affective. Soit celui de devenir étrangers à leur propre famille, et par là même, quand ils y retournent, d'avoir le sentiment d'être un peu un martien sur une autre terre. Soit celui de ne s'attacher à personne, d'errer d'attachement discontinu en attachement discontinu, ou bien celui de vivre des attachements insécures, voire désorganisés. Il y a peu de temps que la théorie des attachements en France est utilisée, mais elle l'est aujourd'hui beaucoup, je crois, et de plus en plus par tous les professionnels de l'enfance. Donc je pense que sur ce registre-là, nous pouvons mieux faire en effet. Je vais m'arrêter là peut-être. Merci Catherine. Merci. Je souhaiterais me tourner vers Marie-Agnès et Martial pour savoir s'il y a des questions que vous souhaiteriez retraduire de la part des participants pour les personnes autour de cette table ronde. Oui, peut-être déjà 2 ou 3 questions, mais protection de l'enfance. Et puis, une deuxième question qui est relative, elle, à la question de l'engagement des professionnels. Que signifie actuellement pour les professionnels la question de l'engagement, de la responsabilité individuelle, éthique, déontologie, mais plus globalement, la question de l'engagement, elle vient aussi interroger dans les questions les effets et les répercussions sur les changements nombreux d'accompagnement, voire sur les changements de lieu. Et puis, une première question un peu globale qui fait écho à l'actualité radiophonique et les émissions sur la protection de l'enfance, avec un sous-titre, c'était les émissions récentes sur France Culture qui disaient « Le remède est-il pire que le mal ?» Peut-être pour démarrer quelques questions. D'autres questions sont posées qu'on ne répercutera pas tout de suite parce qu'elles concernent très directement les ateliers de demain, donc on les proposera aux animateurs des ateliers. Catherine, Patrick Bensoussan, vous vouliez réagir sur les 3 questions. Catherine, je vous en prie. Oui, très rapidement pour que tout le monde puisse un peu parler. D'abord distinguer peut-être les 2 notions amour et attachement. Si on se réfère aux travaux de Bowlby, on s'aperçoit que ce qui est un besoin vital, c'est le besoin de s'attacher. C'est-à-dire un enfant ne pouvant pas vivre seul, il est obligé, je dirais, d'avoir des supports qui vont le sécuriser dans son grandissement. L'amour, c'est quelque chose d'encore que dans les familles d'accueil comme dans les établissements, c'est malgré tout pas forcément absent. C'est pas parce qu'on est professionnel que cette dimension-là doit être totalement gommée. La question, par contre, de la continuité de ces attachements, elle est, à mon avis, fondamentale, parce que c'est vrai que tous les enfants qui ont le moins vécu de rupture, évidemment, sont aussi ceux qui s'en sortent le mieux. Et le remède est-il pire que le mal? Moi, j'ai envie de dire que si on regarde les études que j'ai faites, par exemple, en Loire-Atlantique sur l'état global de la santé des enfants placés en établissement et en famille d'accueil, donc 1000 enfants, on s'aperçoit malgré tout que ceux qui ont été placés le plus précocement et donc le moins exposés sont aussi aujourd'hui ceux qui vont le mieux. Donc, qu'il y ait en effet ensuite des répercussions qui sont autres à gérer, telles que la question des appartenances, la question des affiliations, la question des séparations, etc., c'est une donnée réelle. Mais néanmoins, du point de vue de la santé physique et de la santé psychique, les enfants vont néanmoins bien, notamment sur la santé physique.
ils vont aussi bien que la population globale d'un département. Donc ce n'est pas un échec de la protection de l'enfance sur quantité de registres. Je pense que j'emploierais plutôt la formule de Steinhauer qui parle de moindre mal. Dans une situation critique, quelle est en effet la solution la moins, je dirais, accablante que l'on puisse trouver, à la fois pour les parents d'ailleurs et pour les enfants. Et c'est peut-être là, sur cette question du moindre mal, que par contre, on peut chercher d'autres appuis, en effet, y compris dans la famille élargie, que nous ne faisons pas assez peut-être jusqu'à présent. Je pense aux tiers dignes de confiance, aux oncles, aux tantes, aux grands-parents, que peut-être là, on ne va pas chercher du côté des ressources, alors que ces ressources peuvent peut-être exister. Oui. Moi, je vais faire très vite. Je me souviens d'une parole de Dolto quand on l'interrogeait à la radio, mais ce n'était pas exactement les mêmes radios, c'était une autre radio beaucoup plus grand public. Et on l'a questionné sur ce dont avaient besoin les enfants, et en particulier cette question de l'amour. Et la chose qu'elle avançait, mais vraiment de façon très péremptoire, c'était point trop n'en faut. C'est-à-dire que les enfants ont besoin, et c'est qui ? C'est Aldo Naouri qui a repris ça récemment. Vous savez, cette idée que, en fait, les parents, mais tout autant les professionnels, on va le dire, de l'accueil, du soin, de la protection, ce qu'on leur demande, Naouri dit, en gros, il faut prendre sa casquette de taxi, monter dans la voiture et conduire l'enfant à bon port. C'est-à-dire tout simplement être celui qui permet le voyage, l'accompagnement, être auprès d'eux. Trop d'amour, ça bouffe. Ça donne un certain nombre des enfants d'aujourd'hui qui sont complètement hyper protégés, mon enfant, ma chère, etc., etc. Et dans le même temps, ça donne cette version très homopholie d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, cette démarche-là où la pédophilie, on aime tellement les enfants. On est tous pris dans un amour des enfants, il faut tous les protéger, il faut s'occuper d'eux, il faut déterminer le cadre même de leur grandir, etc., etc. Mais les enfants, être enfant, c'est un risque en soi, déjà et avant tout. Et nous avons, nous autres professionnels, mais tout autant parents, à accompagner ces passages multiples de risques, à être là, résolument, charnellement, vivant. C'est peut-être ça la question de l'engagement. Être là, auprès d'eux. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Et des fois, on n'aime pas trop les choses compliquées. Ouais, j'ai la réputation parfois de mettre tes pieds dans le plat. Mais c'est vrai que on leur offre tellement peu d'avenir aujourd'hui, incapables de prendre en charge les défis de l'avenir, que je pense qu'ils ont sacrément besoin d'amour. Et je pense qu'il ne faut pas mesurer l'amour. Et je voudrais vraiment porter un témoignage qui m'a toujours beaucoup marqué. Je ne connaissais pas du tout le ministre de la Jeunesse du Québec. Je l'appelle, il ne me connaissait pas, il me dit où vous êtes. Je suis dans une cafétéria, puis-je vous rejoindre, me dit-il. Je ne le connaissais pas. Il arrive, nous bavardons, ce ministre de la Jeunesse avait été directeur de la protection judiciaire de l'enfance au Québec. Et à la fin de l'entretien, nous étions plusieurs, il y a des témoins dans la salle. Il me dit, vous savez, M. Sanchez, on a beaucoup parlé des aspects cliniques de la protection de l'enfance, mais non, fin du fin. La seule question, n'est-ce pas celle de l'amour? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a eu le mérite d'en parler, de l'amour. Alors, vous avez bien fait de relativiser, il faut faire attention, l'amour peut être aussi terriblement asphyxiant. Mais je crois vraiment que c'est vraiment une grande question que celle des liens, vous l'avez dit, et des liens qui ne doivent pas être mesurés, qui ne doivent pas être brimés parce qu'on a peur de tomber dans l'excès. Moi, je suis de ceux qui pensent que réellement nos enfants ont besoin de tendresse. Léo, vous vouliez d'ailleurs dire quelque chose là-dessus. Oui, sur la question des liens, je rejoignais ce que disait Madame Senley sur le fait de ne pas les hiérarchiser, en fait. Mais
dans l'enquête qu'on a faite, dans la recherche qu'on a faite, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient avoir eu l'impression, et ça rejoint ce que vous disiez en introduction, d'avoir été réduits parfois à l'état d'objet, c'est-à-dire avec des déplacements de lieux d'accueil très fréquents et sans forcément chercher à leur demander leur avis. Et je trouve que le terme même en fait de placement ou d'enfant placé en fait est juste terrible, qu'il faudrait plus du tout l'utiliser. Je l'ai pas fait et ce serait un bon défi si personne l'utilisait dans les interventions pendant les 2 jours, parce que je crois que ça influe forcément sur le regard que les personnes accueillies en protection de l'enfance portent sur elles-mêmes. Et c'est le regard aussi que l'opinion publique a sur eux.